de ce retard. Alors, nos collègues vont sans doute nous rejoindre. Alors, cher Martial, vous êtes directeur du Centre d'études de la vie politique française. Vous êtes un habitué de nos conversations et de nos éditions avec bonheur, parce que je crois que nous avons ici besoin d'être éclairés et d'avoir des grilles de lecture sur des choses que nous constatons et qu'il nous convient de savoir expliquer pour mieux comprendre et aider à la transformation. Alors, vous avez présenté votre 4e enquête auprès des maires de France au Congrès des maires de novembre dernier. Ce qu'on ressent, c'est cette notion d'inquiétude, alors une inquiétude qui peut parfois, certains disent, être récurrente, mais qu'en tout cas, elle nous semble qu'elle prend aujourd'hui une autre dimension, c'est un peu celle de l'inquiétude d'un monde qui vient. Et déjà en 2020, votre ouvrage s'appelait « Maires au bord de la crise de nerfs ». La démocratie locale peut-elle survivre, alors même que vous disiez ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire que la réappropriation par les Français de leur territoire, notamment après la prise Covid, c'est, vous le disiez, le seul paravent à l'implosion des démocratiques, et vous le dites que l'État à la fois exerce un rôle un peu de contrainte et de domination pour les élus qui sont pris en tenaille entre cet État puis aussi l'intercommunalité qui parfois leur paraît encore un peu dévorante et omnipotente. Donc, cher Martial, on a une question toute simple à vous poser. Continuerons-nous, voilà, je m'en sors, vraiment, je suis très contente, à trouver des citoyens en capacité de se dévouer au bien commun, c'est-à-dire à se présenter à des élections, quand on sait qu'en 2020, 110 communes n'ont pas eu de candidats aux élections. Donc, Martial, hier, vous participiez à une des auditions de la mission sur la commune qui se tient au Sénat. Et vraiment, merci de nous donner ce temps, pour nous, qui est un temps un peu de pause, de réflexion et de mise en perspective. Merci, Martial, je ne serai pas plus long. Merci, Madame la Présidente, chère Françoise Gatel, Mesdames sénatrices, Messieurs les sénateurs. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos invitations pour partager ce que nous essayons parfois d'objectiver, de mesurer quantitativement, qualitativement. Alors, ce dont je vais vous parler ce matin, je vais essayer d'être très succinct dans un propos liminaire et peut-être engager ensuite une discussion. Le travail que je mène a été, en toute transparence avec vous, un travail initié en partenariat avec l'Association des maires de France depuis 2018 et qui me conduit à interroger une fois tous les 2 ans l'ensemble des maires de France avec des taux de réponse de mon point de vue, assez satisfaisant, près de 15%. En général, c'est souvent moins pour les élus, avec malgré tout un taux de réponse très très faible pour les communes de plus de 50 000 habitants. Mais c'est le mode de passation, hein. C'est une enquête administrée en ligne. Et je dois dire qu'au-delà de 30 000 habitants, il est rare que ce soit le ou la maire qui réponde directement. Donc je préfère ne pas avoir de réponse plutôt que celle du directeur de cabinet ou conseiller du cabinet. Donc on va changer la méthode à partir de cette année, en septembre prochain, où je vais moi-même d'ailleurs organiser les entretiens face à face avec une quarantaine de maires sur la strate des plus de 30 000 habitants. Donc nous avons eu en septembre et octobre 2022 plus de 5000 réponses sur cette enquête qui portait sur trois grands thèmes. Le premier, alors il y avait une actualité qui était la question de la gestion locale de la crise énergétique. On a presque déjà oublié
qu'il y a 4 mois, c'était le sujet extrêmement prenant. Et puis, il y a comme une forme aujourd'hui d'oubli de ce que cela a produit dans les municipalités. Il y avait un deuxième champ d'études qui portait sur, alors qui rejoint le propos introductif que vous avez indiqué, Françoise, les tensions démocratiques ou une forme de, je ne vais pas employer le terme de crise à chaque fois qu'on identifie un problème, tension démocratique, une polarisation observée par les maires après la séquence électorale présidentielle législative. Et ça partait d'un constat qui était de comprendre ce qu'on avait observé comme rapport de force aux élections présidentielles au niveau des communes, traduisait une forme de tension dans la capacité des citoyens aux opinions politiques différentes de pouvoir échanger, discuter dans la commune. Et puis un troisième sujet portant davantage sur les violences à l'endroit des maires, puisque nous interrogeons des maires, mais là je cherche et je démarre ce travail. Je crois que ça va me prendre quand même un petit peu de temps, plus largement violence à l'endroit de l'ensemble des équipes des conseils municipaux. Alors sur le premier sujet, crise énergétique, en fait il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les maires ont fait preuve en fait de beaucoup de responsabilités par rapport à ce qui leur était demandé. Et on voit que les actions, on les a interrogés sur un certain nombre d'actions qu'ils entendaient mettre en place. Je rappelle, c'est une enquête septembre-octobre, on n'a pas encore on parle à cette époque-là, la Première ministre parle de coupure d'électricité à envisager à partir du mois de janvier-février. Donc quand on interroge les maires, on les interroge sur une situation à la fois faite d'incertitude, mais aussi de leur côté de responsabilité et politique, mais aussi d'exigence financière, parce qu'ils sont déjà très nombreux à s'inquiéter des effets sur leur budget. Ce qui ressort très massivement, et en particulier pour les maires de communes de moins de 3500 habitants, c'est j'ai presque un raisonnement de bon sens. Très simplement, en disant, nous avons des équipements collectifs, moins de 3500 habitants, ils n'ont pas tous des équipements de grande ampleur, gymnase, terrain de sport avec l'éclairage, mais il y a quand même, pour beaucoup, le souci, de réduire l'éclairage des installations sportives, lorsqu'elles existent. La réduction ne veut pas dire on passe de tout éclairé à noire nuit complète pendant 4 mois ou 5 mois. C'est une réduction de l'amplitude horaire, c'est une réorganisation des moments d'activité. Alors on est dans l'hiver, mais on essaye de réduire les périodes d'activité nocturne. C'est éteindre l'éclairage public. Et ces éléments-là, c'est plus de 70% des maires qui souscrivent pleinement à ces actions. En revanche, il y a un rejet très massif de la part des maires de ce qui concerne la fermeture de ces équipements. Ils sont fortement opposés. Ils préfèrent trouver des mesures plus équilibrées, tout comme la question de réduction. On a posé une question sur la réduction de l'ensemble des moyens communaux, services communaux, véhicules notamment. Là aussi, il y a un rejet de cette possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on en a retiré comme analyse sur l'action des maires en cette période de crise énergétique? C'était au fond ce qu'on avait déjà identifié pendant la crise Covid. Et quand je dis cela, je ne veux pas exagérer ou amplifier une situation, mais ça correspond à un sentiment de laisser pour compte.
on doit trouver des solutions parce qu'on ne les trouvera pas pour nous. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans les verbatims de nos enquêtes. Et un deuxième point de comparaison avec la crise Covid qui va m'amener à discuter cette belle question de l'égalité versus l'autonomie ou la décentralisation. Les maires ne souscrivent absolument pas à l'idée d'une politique uniforme sur tout le territoire en matière de réduction énergétique. Et ça, c'est pas simplement un mouvement d'humeur, c'est une réalité très objectivable de la difficulté à devoir appliquer des recommandations ou voire des instructions des préfectures sur ces mesures de sobriété énergétique. Ça, et je termine sur ce premier point, ça a un effet qui me semble important à partager avec vous. C'est que les conséquences financières pour un certain nombre de municipalités, pas toutes, ça dépend comment elles ont évidemment négocié leur contrat d'énergie, mais on a remarqué qu'il y avait une incidence à prendre en compte à moyen terme, et pas à long terme, à moyen terme. C'est tout d'abord un décalage ou un report dans le temps de l'ensemble des plans d'investissement environnement. Ça, c'est le premier point à souligner. Deuxièmement, beaucoup de maires sont prêts également à réduire drastiquement l'ensemble des achats de fournitures et prestations de services. Donc quand on parle d'ingénierie territoriale parfois dont certaines municipalités ne disposent pas, on voit que ça a aussi des conséquences pour les plus petites communes. Et enfin, il y a un élément à l'opposé de ce que je viens de dire, pour lesquels les maires, quelle que soit la situation, ne sont pas prêts à renoncer, c'est au recrutement de personnel, y compris contractuel, et surtout contractuel. Donc on voit qu'il y a des éléments par voie de répercussion sur le plan budgétaire qui ne peuvent pas être mesurés maintenant et appréciés maintenant. Je crois que c'est beaucoup trop tôt. Ce sont parfois des montages, une architecture financière, notamment sur les contrats d'énergie, qui ne permettent pas d'y voir très très clair aujourd'hui. Deuxième point, dans l'esprit de ce que j'évoquais à l'instant, ça fait plus de 4 ans que j'essaye de travailler cette question, qui me paraît essentielle, de l'opposition entre décentralisation et égalité. Moi, je l'avais remarqué dans le cadre de l'enquête, puisqu'on interroge les maires une fois tous les 2 ans, mais nous interrogeons une fois tous les 2 ans, également en décalé, avec une enquête miroir, un large échantillon de plus de 10 000 Français sur leur propre représentation du rôle de la commune dans leur vie de résidents, mais aussi dans cet espace on va dire, de citoyenneté. Il y a 2 ans, j'avais essayé de tester un petit peu le niveau de connaissance des Français sur la décentralisation. Bon, c'est un terme qu'ils connaissent comme tout à chacun un mot dans le dictionnaire. En revanche, la compréhension du terme de décentralisation se limite essentiellement, alors vous pourriez me dire c'est déjà cela, mais essentiellement à une conception assez juridique, telle que le terme s'est installé, et alors, non pas qu'ils étaient dans l'attente de célébrer le 40e anniversaire des lois de décentralisation, mais il y a une connaissance extrêmement sommaire. Donc on les a un petit peu poussés dans des retranchements de réponses en essayant de mettre en opposition l'idée de l'égalité républicaine et territoriale à travers plusieurs exemples de politiques publiques locales pour lesquelles finalement les Français sont attachés à l'égalité, mais ils s'en éloignent dès lors que la question de l'efficacité de ces politiques publiques locales n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment le point d'achoppement. Égalité, oui, s'il y a efficacité. Mais on préfère, et le terme, il faut être très prudent parce qu'il y a aussi, le panel qu'on interroge, 10 000 personnes,
parfois une ambiguïté entre le terme de décentralisation, différenciation, déconcentration. Pour les Français, ça correspond globalement à la même idée. D'accord ? Cette différenciation, elle est justifiée, pleinement justifiée, et ils sont prêts à renoncer à l'égalité si les politiques publiques sont adaptées au territoire. Alors, le propos caricatural consisterait à dire, évidemment, une politique pour la moyenne montagne et une politique pour un territoire du littoral ont peu de choses en commun sur un certain nombre de champs d'intervention des exécutifs locaux. Oui, mais ça va beaucoup plus loin. Ça concerne des questions comme le logement, ça concerne des questions comme la fiscalité, et ça concerne aussi des questions très, très basiques de l'école. Donc, qu'est-ce qu'on retire aujourd'hui vraiment, on démarre ce sujet. On retire deux choses importantes. Le premier, c'est qu'il y a globalement une préférence très très forte en matière de décentralisation, c'est-à-dire que les maires sont prêts, un maire sur deux interrogés déclare vouloir aller beaucoup plus loin, que l'État aille beaucoup plus loin en matière de liberté ou de compétences locales. Un maire sur deux. Donc c'est un chiffre qui, de mon point de vue, est très important. Cet esprit décentralisateur des maires s'accompagne aussi de deux autres phénomènes, qui est qu'ils sont près à 60% de maires à considérer que l'État doit complètement renoncer aux compétences qu'il a décentralisées. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Et toujours dans ce sentiment de volontarisme décentralisateur, ça va de pair avec une observation qui est plus ancienne, celle-ci, pour les maires, consistant à penser qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de doublons entre les services de l'État et ceux des collectivités territoriales. Et donc, ils attendent d'un mouvement décentralisateur une correction de ces doublons. C'est aussi pensé comme ça pour beaucoup de maires. Pour terminer sur ce sujet décentralisation et égalité, je crois qu'on a tort de penser que toutes les politiques publiques locales doivent être sanctionnées du sceau de l'égalité. Ce que je vous dis là peut paraître provoquant, mais on s'illusionne, je crois fortement, sur l'idée de l'égalité territoriale. Elle n'est pas souhaitée par une majorité de maires et elle n'est pas souhaitée par une majorité de Français. En revanche, si l'efficacité de l'action publique locale est confirmée, elle est perçue, elle est tangible, alors ça ne pose plus de question d'égalité. L'égalité sera même parfois convoquée pour justifier ou légitimer l'action publique locale parce qu'elle est perçue comme efficace. Et l'action publique locale, aujourd'hui, dans les verbatims qu'on a recueillis, c'est surtout la question des services publics locaux. Vous voyez, c'est pas tant une question de la qualité de la voirie, de l'aménagement, de l'entretien. Non, c'est une question véritablement des politiques publiques locales. Et donc l'école, j'insiste vraiment, l'école, le logement et le transport sur toutes ces transformations autour des mobilités. Là, il y a véritablement un sujet. J'étais peut-être un peu trop long. Le dernier grand bloc sur les tensions démocratiques. Alors, oui, il y avait un sujet sur lequel, d'ailleurs, je crois, lors de ma précédente venue auprès de votre délégation, on avait évoqué la question, faut-il s'alerter de la hausse de l'abstention lors des élections locales ? Et je me souviens qu'on avait eu une discussion autour est-ce un phénomène passager ? C'était après les élections municipales de mars et juin 2020, période Covid, dont on ne sait toujours pas, à vrai dire. Aucun travail académique n'a permis d'identifier si ce déficit de 20 points aux élections municipales de 2020 était dû à un phénomène Covid ou bien un phénomène structurel de ce qui
pourrait être la tendance à observer en 2026? Alors, on peut le regarder autrement, puisqu'on n'a pas la réponse. On peut le regarder autrement. Le taux de participation dans les communes... Pardon. Le taux de participation aux élections présidentielles et législatives de 2022, dans les communes où le taux de participation était déjà le plus faible municipal, eh bien, on a une magnifique corrélation. Alors, qui dit corrélation ne dit pas causalité. Mais effectivement, c'est confirmé que dans les territoires où il y a eu une forte baisse en 2020, elle s'est confirmée à l'occasion de ces 2 scrutins, y compris élection présidentielle. J'insiste parce que c'est quand même celle sur laquelle on peut repérer des tendances plus lourdes. Donc ça, c'est le décor. Quel est le regard porté par les maires entre 2020 et 2022? En 2020, je reprends les données, 1 maire sur 2 estimait que c'est un phénomène très inquiétant dès 2020 et qui était un signe de désintérêt politique, y compris au plan local. 1 maire sur 2. 2 ans plus tard, après la séquence présidentielle législative, c'est 8 maires sur 10, 80%, qui disent effectivement ce qu'on avait peut-être identifié pour 30% d'entre eux comme n'étant pas un problème, c'était purement passager, parce que crise Covid. Aujourd'hui, ils considèrent que c'est beaucoup plus structurel et qu'il y a ici une marque d'un désintérêt politique qui grandit à vitesse grand V. Quand je dis 1 maire sur 2 était inquiet, ça veut dire qu'1 maire sur 2 n'était pas inquiet. Et il n'était pas inquiet pour une raison importante, qui était de dire mais les Français restent attachés à leur maire. Donc il peut se produire une sorte de décélération pour les autres élections locales, régionales, départementales, sénatoriales peut-être, indirectement. Donc, mais il regarde quand même ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils sont eux-mêmes conscients que l'élection municipale peut produire, ce qu'on entend, y compris pour des élections nationales, une crise de légitimité de leur élection. Et donc, à partir du moment où il y aurait un procès en illégitimité de leur élection au regard du nombre d'électeurs, parce que souvent quand même, lorsqu'on veut instruire ce procès en illégitimité, on ne raisonne plus sur les voix exprimées, mais uniquement sur les suffrages inscrits. Et effectivement, en 2020, et notamment un ministre régalien important, avait souffert de cette crise d'illégitimité en étant élu dans une commune du nord de la France. Donc, je crois que cette question de la participation pour les élections municipales est à prendre très au sérieux, parce que même si les maires restent les représentants préférés des Français, à défaut d'avoir un taux de participation, on est dans une 5e République où le fait majoritaire s'est imposé. Et donc, qui dit fait majoritaire dit une portée fortement symbolique du 50%. Vous pouvez tourner les chiffres dans tous les sens. Si on vous annonce que vous avez été élu avec simplement 45% des inscrits, vous introduisez un doute sur la qualité de l'élection. C'est inévitable. En tout cas, elle peut être un élément, un argument saisi par des oppositions. À côté de l'abstention, dont on pourra peut-être revenir sur les causes, il y avait un sujet qui nous semblait intéressant, c'était de vérifier si le pays effectivement connaît au plan local, est-ce que le plan local est une chambre de résonance de ce qu'on observait au plan national en termes de tension, de polarisation des opinions. Alors je dois vous dire que j'ai été très très surpris des résultats. Je pensais qu'au plan local, les maires avaient une vision beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus douce ou beaucoup plus responsable vis-à-vis du comportement de leurs administrés. Pas du tout, pas du tout. On a 50%, je pourrais décomposer, mais 50% des maires qui nous indiquent que oui, il y a un durcissement des opinions politiques. Ils observent que effectivement,
dans leur commune, les citoyens aux opinions politiques opposées, différentes, ont de plus en plus de difficultés à discuter entre eux. Donc ils le perçoivent par... alors ce ne sont pas des altercations violentes et physiques, c'est pas cela. C'est des signaux dans les discussions, à l'école, auprès des commerçants, dans les associations sportives et culturelles, il y a de la tension. D'accord. Deuxième illustration de cette polarisation politique, parce que moi j'avais été très surpris de voir au premier tour de l'élection 2022, notamment pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous avez en tête ces cartes électorales, mais au premier tour, on voit une grande bande qui va quasiment de la Lozère jusque dans le Vaucluse, avec Jean-Luc Mélenchon en tête dans un territoire, des territoires qui jusqu'alors n'étaient pas des territoires historiquement du Parti communiste. J'ai regardé Georges Marchais au premier tour en 1981, il est rarement en tête. Donc il fallait comprendre pourquoi il y avait une progression. Et ça a été le fait déclencheur de ce travail auprès des maires. Ce sont aussi des territoires, parce qu'on parle beaucoup de la diagonale du vide, mais il y a plusieurs diagonales en France du vide. Ce n'est pas simplement celle qui irait du sud-ouest au nord-est. On a d'autres diagonales. Celle-ci en est une. Ce n'est pas vraiment une diagonale, c'est plutôt une radiale. Et qui est marqué par deux sujets qui expliquent ce durcissement des opinions politiques. Un, les inégalités territoriales, bien avant les inégalités économiques et sociales. La relégation territoriale est très très mal vécue et elle produit cette tension très très forte entre les citoyens. Autrement dit, les citoyens qui pourraient s'en sortir et d'autres qui sont presque assignés à cette fracture territoriale. Et puis la deuxième cause de ce durcissement, je crois que la question du grand débat national et du mouvement Gilets jaunes n'est pas totalement épuisée dans beaucoup de territoires. Je crois qu'on a eu tort de penser qu'on pouvait apporter des réponses simplement en ouvrant des salles polyvalentes ou des salles municipales et laisser les gens discuter entre eux. Ils n'ont pas délibéré, ils ont éventuellement discuté. Et dans la discussion, tout le monde n'avait pas voix au chapitre. Je pense que dans ces territoires, on observe de nouveau aujourd'hui, et 2022 est une bonne illustration finalement d'un chapitre qui n'est pas fermé. Et pour les maires, moi je vois une difficulté, c'est-à-dire que, et vous l'avez peut-être constaté, j'ai été très surpris pendant la campagne 2020, certes dans un contexte très particulier, que la France s'était totalement convertie à la politique de la concertation. Le nombre de professions de foi, de programmes où le mot concertation apparaissait de la part de beaucoup d'équipes laissait penser que c'était la pierre philosophale à tous les problèmes et qu'ils allaient être réglés parce que d'excellents professionnels de la concertation avaient convaincu les équipes municipales qu'ils avaient des kits sur mesure pour faire de la concertation. J'exagère un petit peu, mais mon propos est libre ce matin. C'est une double illusion. Un, la concertation, elle ne se décrète pas avec des kits à conduire clé en main. Ça, c'est le premier élément. Ce qui va d'ailleurs m'amener à... Je pense qu'il faut réfléchir sur la question de la formation. Mais deuxième illusion, c'est celle des citoyens laissant penser que finalement, on règle tous les problèmes d'action publique municipale par de la concertation. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais sur les mesures énergétiques, on a posé la question aux maires. Est-ce que pour certaines de ces mesures qui peuvent paraître difficiles, brutales, c'est un changement rapide, est-ce que vous allez mener
des consultations ou des concertations. 93% disent non. Non parce que j'ai été élu. Et donc je suis en quelque sorte en capacité d'exercer ma responsabilité politique. Laissant entendre que sur chaque sujet où il y aurait potentiellement des tensions, s'il faut convoquer une procédure dite de concertation, de délibération, de participation, les maires s'interrogent sur le principe même du suffrage universel qui les a conduits, pour beaucoup quand même d'entre eux, déjà à faire un acte extrêmement volontaire en termes d'engagement. Mais si ensuite chacune des décisions doit faire l'objet d'un double ou d'un triple assentiment de la population, ils s'interrogent sur véritablement la fonction de maire. Je termine par un dernier point dans ce volet tension démocratique, cette fois-ci du côté des élus par rapport au sujet de la violence. Alors, bon, je sais que le Sénat avait conduit cette enquête en 2019 de mémoire, ce sondage auprès des élus sur la violence, avec un taux de réponse qui était tout à fait satisfaisant. Et on avait observé, de mémoire, je crois que c'était près de 1600 élus qui avaient signalé avoir été, depuis l'exercice de leur dernier mandat, de violence au sens très très large. Nous, dans l'enquête, on est sensiblement sur la même jauge, avec aujourd'hui 63% de maires interrogés qui nous disent avoir été victimes d'incivilité. 63%, impolitesse, agression verbale. 37% d'injures ou d'insultes, 63% de menaces verbales ou écrites, et enfin 30% d'attaques sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, ces chiffres sont très élevés. On n'est pas sur les violences physiques. Sur les violences physiques, je suis très prudent parce que oui, l'AMF, avec le concours de la gendarmerie nationale, a mis sur pied ces dispositifs et on a une quantification qui est en évolution, en progression. Mais je suis très prudent parce que on sait combien il est difficile pour un maire de révéler une agression physique. Parce que ça touche aussi à la question de l'autorité qu'exerce le maire. Ça touche aussi une question de la justice. Beaucoup de maires, plusieurs entretiens, témoignages de maires qui me disent « Mais pourquoi porter plainte quand je sais que le temps de l'instruction et le temps de la justice ne me garantira pas finalement l'absence de représailles pendant cette période ?» Donc je préfère ne pas porter plainte, ne pas déposer plainte, et en même temps gérer, alors c'est rarement seul, mais gérer avec mon conseil municipal cette question et ne pas mettre de l'huile sur le feu. C'est l'expression qui revient très souvent, ne pas mettre de l'huile sur le feu par un dépôt de plainte. Moi, j'en retire deux analyses. La première, et ça a été évoqué hier lors de l'émission d'information sur l'avenir de la commune et du maire, je ne pense pas qu'on peut simplement conclure à ce qui se passe dans la société rejaillit forcément du côté des élus. Une société plus violente n'a pas nécessairement, il n'y a pas un phénomène mécanique qui conduirait à une violence exponentielle du côté des élus. Donc je crois que c'est une autre cause que simplement une violence généralisée dans la société. En revanche, et ça rejoint mon point sur autonomie, décentralisation, l'élu municipal et le maire, ses adjoints, est aujourd'hui l'élu le plus visible. Sa visibilité, qui est un atout, puisque c'est aussi une des raisons qui contribue à faire du maire le représentant préféré, il y a un corollaire, c'est que cette visibilité produit aussi un effet, je dirais, paratonnerre de la part d'administrés. Certaines de ces violences ne sont pas le fait d'administrés résidant sur la commune.
Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc ce travail, moi j'espère, mais on verra, j'espère que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice nous aideront à documenter, à objectiver ce travail sur les violences. Parce qu'encore une fois, moi je trouve que le travail réalisé par la gendarmerie, et en termes de prévention et en termes d'accompagnement, est nécessaire et semble fonctionner, mais on est très très loin d'avoir circonscrit l'ampleur du phénomène. Et puis, deuxième et dernière réflexion sur la question des violences. Je pense qu'il y a une autre violence très très forte, violence symbolique, subie par le maire. C'est celle c'est la question de l'absentéisme du conseil municipal. J'en parle volontairement à ce moment-là, parce qu'on l'a questionné, et j'ai été frappé. Moi, j'avais que des éléments, des signaux faibles de maires qui me disaient on parle de la démission des maires, mais vous devriez aussi regarder attentivement ce qui se passe du côté des conseillers municipaux qui démissionnent, ou ceux qui ne démissionnent pas, mais désertent les conseils municipaux. Alors, je me souviens avoir répondu à un maire de l'Eure en lui disant je n'avais pas d'éléments pour quantifier tout cela. Je lui ai dit, vraiment, vous me mettez sur une bonne piste, parce que moi, je l'ai remarqué, et je connaissais bien ce maire, sachant qu'il était également conseiller communautaire. Donc, je lui ai dit, moi, j'ai observé plutôt qu'il y avait beaucoup d'absentéisme de la part des maires dans les réunions des intercos. Et certains m'avaient dit, oui, mais quand même, faire 50 km pour aller à une réunion où j'ai pas voix au chapitre, je préfère m'abstenir. Et donc je l'avais pris au mot en disant, on va essayer à travers ces enquêtes. Ces enquêtes, attention, ce n'est pas, je dirais, c'est impossible d'être exhaustif, c'est du déclaratif. Mais quand on interroge, quand on a plus de 5000 réponses, ça commence à devenir intéressant. Et donc oui, il y a un absentéisme municipal de la part des conseillers. Dans l'enquête, vous avez, voilà, 40% des maires qui nous disent que depuis leur mandat qui a démarré en 2020, 40% nous disent qu'ils ont déjà au moins, voilà, je prends les chiffres, un absentéisme entre 10 et 25% des conseillers municipaux. Dès le début du mandat, oui. Et vous avez, alors, l'absentéisme fort qu'on a qualifié entre 25 et 50% des séances du conseil municipal, c'est 4% des maires. Bon, alors c'est peu, mais quand même, c'est pas négligeable rapporté au nombre de communes. Et à l'inverse, 56% nous disent que l'absentéisme est très faible, c'est-à-dire moins de 10% des séances du conseil municipal. Pourquoi je parle de ce sujet dans la question des violences? Parce que on le sait que les éléments qui sont parfois déclencheurs de la non-représentation des maires, c'est la cohésion dans le conseil municipal. Et l'absentéisme, pour moi, plutôt que de chercher des indicateurs de toutes sortes, je dirais, je ne veux pas en faire une loi d'airain, mais quand il y a de l'absentéisme, on a un risque très sérieux de non-représentation du maire. De non-représentation du maire. Donc, parfois, on cherche des indicateurs à l'avance, plutôt que d'interroger le maire 12-18 mois avant l'élection. Je pense que regarder l'absentéisme, ça serait intéressant. Alors, comment on peut obtenir ces informations? C'est très compliqué. Parce qu'il faudrait déjà qu'on a beaucoup de mal à avoir des données, c'est ce que j'évoquais hier, auprès du bureau des élections du ministère de l'Intérieur sur les causes et le nombre de démissions, non pas des maires, mais les démissions des conseillers municipaux. Moi, je suis frappé quand le nombre de formulaires CERFA qu'on doit remplir pour se porter candidat, on pourrait peut-être imaginer une procédure très simplifiée lors de la démission d'un maire et aussi de sa cause, parce que là aujourd'hui on n'a pas de visibilité. Que fait le bureau des élections? Ils ont des relevés des préfectures, ils regardent le répertoire national des élus d'une année sur l'autre,
Et donc, c'est ce que je disais hier, on annonce 910 démissions depuis juin 2020. De maires. 910. Alors, moi, dans l'ouvrage dont vous citiez tout à l'heure le nom, Françoise Gatel, entre 2010 et 2019, j'avais repéré on avait eu un point très très bas de démission jusqu'en 2014. Alors, il y a un aspect quand même législatif qui a joué, la loi NOTRe. Bon. Entre 2014 et 2009, on a une progression. On était en moyenne à 100 démissions de maires par an, à 350 en 2019. Là, si je prends au sérieux, et il n'y a aucune raison de ne pas les prendre au sérieux, les chiffres du Bureau des élections, 910 en date de février 2023, vous voyez, ça veut dire que c'est 30 mois, bon, 910 divisé par 2,5, 2 années et demie en quelque sorte, vous êtes à peu près à 400. Donc ça progresse encore. 400 démissions de maires par an, c'est pas négligeable. Ce chiffre n'est pas négligeable. Quant au nombre de conseillers municipaux démissionnaires, je l'ignore. Je l'ignore totalement. On ne le sait pas. Voilà, pardon, j'ai été un petit peu long, mais je suis évidemment disponible pour poursuivre l'échange. Merci beaucoup, Martial, pour ces informations et cette analyse qui nous sont extrêmement utiles avant de passer à la législation que j'appellerais technique. Le premier point qui est très intéressant, parce qu'on a beaucoup de débats là-dessus, c'est cette notion d'égalité que l'on confond, je pense, trop souvent avec l'uniformité et l'égalitarisme. Et que ce que nos concitoyens attendent, effectivement, c'est l'efficience de l'action publique sur des domaines dont vous avez parlé. Je pense à l'école, le logement, et Dominique Estrosi-Sassoni est très sensible, la mobilité, on vient d'en parler avec les régions, et que la diversité des moyens est utile pour exercer l'égalité de droit. Et on ne cherche pas forcément, quand on habite dans une ville de 10 000 habitants, à ressembler à un habitant d'une ville de 300 000. Mais on a un vrai sujet là-dessus. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle, vous parliez de tension démocratique, l'acceptabilité ou la légitimité de la décision d'un conseil municipal. Et aujourd'hui, on voit bien que l'acceptabilité est importante pour que les élus puissent conduire leur action publique et qu'on a donc cette obsession de ce qu'on appelle la concertation. Effectivement, dans toutes les professions de foi, celui qui ne mettait pas ça, c'est même pas à peine qu'il sorte des bulletins de candidature. Alors on y va, c'est un peu comme la confiture qu'on étale. Et alors on parle de démocratie associative et que du coup on donne parfois l'impression aux gens que parce qu'ils sont concertés, leur avis va être la décision, que l'approche très individualiste de chacun de nos concitoyens se transforme en décision légitime, c'est-à-dire c'est ce que je dis qui doit être respecté, et qu'on a travaillé à la délégation avec notre collègue Jean-Michel Houllegatte sur ce sujet, et nous, on est arrivé à cette notion de démocratie implicative, c'est-à-dire comment on fait de l'habitant d'un territoire qui est un individu, un peu un citoyen, en l'impliquant sur des choses qui lui plaisent et de manière légère, et je trouve que ça aide beaucoup à légitimer la décision. Et puis, on a aussi parlé de la tension démocratique avec la gestion des conflits. Nous, on a auditionné le garde des Sceaux, vraiment auditionné d'une manière un peu exigeante et sérieuse, et on lui a demandé où en était le déploiement de ce qui avait été voté dans la loi engagement et proximité sur la coopération entre les procureurs et les élus. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui se déploient, et donc il nous a même donné des chiffres par département de ce qui pouvait se passer. Et puis, il y a eu effectivement des conventions de partenariat qui ont été signées entre les associations départementales de maires et notamment la gendarmerie pour déployer des formations pour les élus à la gestion de conflits. Alors, moi, j'ai participé à une de ces sessions qui se déroule sur une demi-journée. Voilà. C'est remarquable parce que je pense qu'on donne une sorte de kit de survie léger à l'élu pour qu'il ait des réflexes
quand ils se trouvent en situation de gestion de conflit, qu'ils se retrouvent un peu piégés par des gens un peu nerveux, excités. Voilà. Donc ça se déploie d'une manière assez remarquable, et je pense que l'AMF doit avoir des chiffres de nombre de conventions signées, et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis le dernier point, avant de laisser la parole à mes collègues, c'est le délitement de l'équipe municipale. Ça, c'est un vrai sujet, avec ce sentiment de solitude du maire, qui a besoin à un moment d'avoir autour de lui une sorte de pack qui fait que on va faire front d'une manière positive à nos concitoyens qui vont demander des choses. Quand le maire se retrouve tout seul, c'est très dur, il est affaibli, et à un moment, le découragement est là. Et je pense que c'est aussi, vous l'avez dit, un des éléments qui explique cette situation un peu préoccupante que l'on connaît. Je ne serai pas plus longue, je vais passer la parole à Céline Baulin de Normandie et Antoine Lefebvre de l'Aisne. Merci, Présidente. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. J'ai eu le sentiment que vous aviez peu pris en compte, mais peut-être je me trompe, la crise sanitaire qu'on vient. Pour beaucoup, alors sans tout expliquer, hein, mais par exemple, on a constaté sur le terrain, avec tous les vœux auxquels on a participé ces temps-ci, on a constaté, je dirais, physiquement, que des équipes municipales nouaient, je ne vais pas dire presque un premier contact, mais avec les habitants, au bout de 2 ans. Et c'est quand même quelque chose d'assez... qui ne s'était jamais produit. Pareil pour les équipes municipales. Le fait de faire équipe se joue en général au début de mandat, où les gens apprennent à se connaître, à bosser ensemble, à expérimenter les compétences et les particularités, les aspirations des uns et des autres. Et là, il y a des tas d'équipes qui ont dû travailler à distance, ce qui est quand même un peu compliqué pour créer de la cohésion. Et puis tout ça, avec après l'enchaînement des crises, fait qu'on a affaire à une population, et les élus n'échappent pas non plus à la règle, qui vit dans un sentiment d'inquiétude permanente entre la maladie, la guerre, la crise énergétique, etc. Certains parlent de grande dépression, etc. Et donc, qui génèrent, je pense, des comportements sociaux qui, peut-être, sont aussi de nature à expliquer les tensions qu'on peut connaître. Il me semble aussi que, à la faveur, alors vous avez évoqué la loi NOTRe, les intercos, etc., mais on pourrait évoquer la situation financière. On a des élus locaux qui finalement ont de moins en moins de leviers d'action. Quand l'AMF, le titre du congrès des maires, c'était comment notre pouvoir d'action, là, oui, notre pouvoir d'agir, ça dit ce que ça veut dire, c'est que les élus locaux, ils ont envie d'avoir des leviers d'action. Ils en ont de moins en moins. Et du coup, je pense que quand vous expliquez que 50% des maires interrogés s'inquiétaient de l'abstention, ou enfin la pensée peut-être structurelle plus que conjoncturelle, et que cette part augmente, je pense que ça traduit ou ça fait écho à cette situation va peut-être s'accroître ou s'accélérer parce que les gens réalisent que nous avons de moins en moins de leviers d'action, alors que les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus aigus. Et que ça crée quelque chose qui est très difficile à vivre, je pense, pour les élus locaux. Et enfin, pour ne pas être trop longue, je partage complètement ce que vous avez dit sur la prégnance de la perception des inégalités territoriales. Je pense qu'il y a vraiment, c'est un lieu commun, mais qu'il y a vraiment des tas de citoyens et d'élus locaux qui ont un sentiment d'abandon, ou qui ont le sentiment d'être des élus ou des citoyens de seconde zone, et que ça, c'est extrêmement fort, et que oui, la présence, le maillage des services publics qui sont quand même
au-delà du service concret qu'ils rendent, un symbole de l'égalité républicaine, je pense que ça pèse très lourd dans cette perception et dans cette réalité. Merci beaucoup, Céline. Peut-être pouvons-nous faire, si vous êtes d'accord, un tiers groupé de questions, ça va. Antoine Lefebvre et ensuite notre collègue Laurence Mont. Merci Madame la Présidente. Merci à vous, Monsieur le Directeur, pour cette présentation. À la suite d'ailleurs de Céline, j'avais aussi une interrogation sur la prise en compte de ce début de mandat municipal qui a été quand même particulier pour avoir choisi, enfin avoir été plus de 16 ans maire de ma commune et ayant fait le choix de rester au conseil municipal, je mesure un peu les difficultés. Il y a beaucoup d'éléments que vous avez indiqués dans l'étude qui résonnent dans l'actualité. J'étais lundi soir au conseil municipal de ma ville avec une position plus passive que je pouvais l'être par le passé, mais je constatais qu'on était... Alors je me suis dit, mais il y a un problème, c'est plus les vacances chez nous. Il y avait un conseiller sur deux n'était pas présent. Enfin, c'est assez compliqué et ça rejoint finalement cette soirée de lundi, ça rejoint un peu les thèmes que vous avez abordés. Il y avait un gros dossier sur un aménagement urbain. On parlait de concertation et quand je regarde ce que fait mon successeur, il est plutôt enclin à développer des outils de concertation. On a dû expliquer ce qu'était un café, un work café, enfin bon, des tas de choses. Et on lui en a mis, les oppositions lui en ont mis plein la tête par rapport à ça, mais parce qu'effectivement, comme l'a suggéré Françoise Gatel, c'est un peu la notion de concertation, c'est devenu de la codécision. Alors c'est un petit peu compliqué. Et puis je reviens justement à des éléments que vous avez indiqués tout au début, et je pense que c'est une des explications que moi j'avais du mal à vivre aussi, c'est que au fur et à mesure la faiblesse de la participation aux élections municipales, ce qui était quand même, la sphère municipale était relativement épargnée et souvent on se redressait quand on était maire parce qu'on avait cette légitimité. Eh bien moi, dès 2014, on nous mettait les chiffres en face en disant mais vous ne représentez que tant de pourcents du corps électoral ou de la population. Donc c'est un vrai sujet sur ces éléments, mais je pense que ça doit aussi nous alerter parce que cette défection municipale, en tout cas de la vocation, il faut vraiment préserver cela parce que nous savons combien ici au Sénat, nous pensons que c'est essentiel, c'est toujours le premier échelon de notre démocratie, et si elle vacille, si elle ne va pas bien, et je pense qu'on en est là aujourd'hui, il faut urgemment intervenir pour faciliter les choses à plusieurs niveaux, et l'étude en cela votre étude doit nous aider à trouver un certain nombre de solutions. Pardon. Merci. Merci beaucoup Antoine. Cher Laurent. Oui, ça va rebondir un peu sur ce que vient de dire Antoine. Effectivement, vous avez parlé du sentiment de perte de légitimité. Ma question, c'était, dans votre analyse, est-ce que vous avez un versus selon la taille de la commune par rapport à cette perte de légitimité? Est-ce que ça touche les communes plus rurales que les communes plus importantes? La deuxième, c'est est-ce que, parce qu'il y a une PPL qui circule, donc c'est l'occasion d'en parler, est-ce que les maires, en tout cas les personnes que vous avez interrogées, pensent que le vote obligatoire ou le vote blanc est peut-être une solution, en tout cas est-ce qu'ils ont estimé que ça pouvait être une solution à redonner sens à la légitimité du résultat de l'élection? La deuxième chose, c'est je partage complètement ce qu'a dit Céline aussi sur les sentiments d'inégalité territoriale, mais ça je pense qu'on pourrait le dire sur tout le territoire national. J'aurais aimé avoir une précision sur quand vous avez dit la crise des Gilets jaunes n'est pas épuisée, même avec le grand débat. Est-ce que c'est un ressenti vraiment des maires ou c'est le sentiment, votre perception à vous par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est factuel ou est-ce que c'est sensoriel, j'allais dire? Voilà, c'était un peu. Et puis le troisième question où là, j'avoue que je ne partage pas forcément, je dirais, l'analyse que vous en faites sur les difficultés à discuter et la violence dans les rapports entre élus et population par rapport au sentiment de l'évolution, j'allais dire sociétale de la violence. Je pense que c'est, pour moi, me semble-t-il, c'est effectivement le report de cette évolution sociétale et de l'extension de la violence dans les rapports sociaux qui s'exprime aussi dans les rapports à ceux qui représentent l'autorité. Voilà.
Merci pour vos remarques et vos questions. Je vais rassembler en trois briques. Première brique sur la question crise sanitaire et les effets qu'on pourrait imaginer en termes effectivement de démission. C'est vrai que les équipes municipales n'ont pas encore eu l'occasion de fonctionner au moins durant les 18 premiers mois après l'élection. Donc vous me donnez des pistes en fait à creuser pour la prochaine enquête sur la mer. Moi je préfère toujours regarder ces choses-là sans interroger directement les élus, mais trouvant des moyens un peu détournés pour qu'ils ne sentent pas la question trop téléphonée. Donc c'est un point qu'on va examiner. Vous avez raison, parce qu'il faudra... On a quand même une grande hétérogénéité des situations Covid, même sur tout le territoire. Donc on pourra regarder effectivement si on observe des cohésions d'équipes municipales différentes selon la prévalence de la situation Covid en 2020-2021. Vous disiez que cela peut entraîner des comportements sociaux aussi à tenir compte dans ces tensions dans les communes. Je vais faire un léger détour, mais vous allez comprendre que moi j'y accorde une grande importance, et ça rejoint la question sur la légitimité par le vote. Je considère que on a tort de penser qu'on peut expliquer les comportements politiques, y compris au plan local, simplement par nos grandes grilles de lecture qui ont été très opérantes et efficaces pendant 60 ans. C'est-à-dire tout ce qui est objectivable, dites-moi quel est votre âge, votre condition sociale, votre profession, votre niveau de revenu, votre sexe, et je vous dirais globalement, si vous allez être un abstentionniste permanent, intermittent, bon. En fait, tout cela, aujourd'hui, fonctionne imparfaitement. Je ne dis pas que ça ne fonctionne plus. Il y a une dimension que moi j'essaye de travailler depuis de longues années, qui est le rôle des émotions dans la décision électorale, et qui a été profondément révélée pendant la crise Covid. Je m'explique, toutes les dimensions, c'est-à-dire non objectives, donc subjectives, les émotions, la question de la confiance, la question de ces notions d'optimisme, pessimisme, bon, on ne les travaille pas par des grandes catégories sociodémographiques. Chacun a une épreuve de vie qui le conduit à mettre en avant, sans que ce soit conscient, mettre en avant la part subjective de chacun. Alors, il ne faut pas se tromper, on ne se réveille pas un matin en se disant « aujourd'hui je vais être en colère » ou « aujourd'hui je vais être anxieux » ou « aujourd'hui je vais être confiant vis-à-vis du maire et demain je ne serai pas ». Donc, ce sont des processus très très longs, mais il faut toujours un fait déclencheur. C'est-à-dire que, ce que disent un certain nombre de psychologues, il faut un moment, ils appellent ça un choc, qui conduit une personne effectivement à... Alors, ce n'est pas la raison contre la passion, ça serait trop simple si c'était simplement cela. C'est qu'il y a des passions très rationnelles. Et puis, vous avez une raison parfois émotionnelle. Ça paraît curieux de parler comme ça, mais c'est une réalité face à un choc. On l'a vu après les attentats de novembre 2015 en France, et nous, on a continué en 2017, et on l'a refait en 2022, à considérer que la situation politique du pays pouvait être perçue par des citoyens comme un choc qui, je dirais, qui produit chez eux un chamboulement de leur propre représentation de leur futur. Et pourquoi je dis cela ? Pendant la crise Covid, je vais vous choquer peut-être, on dit que la France, c'est le pays européen où le niveau de confiance sociale vis-à-vis des autres est le plus faible des pays européens. D'accord ? Donc, on n'a pas un capital de confiance. Il est élevé vis-à-vis de l'entourage familial. Il est quand même très élevé. Mais la confiance
qu'on qualifie dans notre jargon interpersonnel vis-à-vis des autres, c'est l'entourage familial, mais aussi les collègues de travail, le voisinage, les gens qu'on rencontre pour la première fois, les gens d'une religion différente, d'une nationalité différente. Cet ensemble met la France vraiment en queue de peloton de tous les indicateurs que l'on a mesurés depuis maintenant plus de 20 ans. Pourquoi j'ai dit je vais vous choquer ? En fait, ça a été un vrai salut pour passer à travers la crise Covid. Parce que moi, je fais un lien très très fort. Si la France a été un des pays les plus respectueux des mesures très restrictives, c'est que notre niveau de confiance sociale étant si faible que être en mesure finalement de s'en sortir en s'affranchissant du besoin d'interaction sociale, ce besoin étant tellement faible, vous pouvez accepter, je le fais à grands traits, il y a des nuances, mais vous pouvez facilement accepter ces mesures dans la durée. Mais ça a un effet considérable sur le sujet dont on parle, sur la cohésion sociale et le rapport justement à l'autorité même locale. C'est que vous construisez une individuation aux politiques. On l'observait en France depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire des rapports extrêmement individuels par rapport à la sphère marchande, la consommation, le consumérisme. Mais on disait, tout ça, c'est le monde marchand. Pour certains, c'est les effets d'un capitalisme qui a presque été rendu sympathique. Maintenant, ça touche la sphère publique. Ça touche plus simplement le bien privé, ça touche le bien public. Et le bien public, c'est aussi le rapport à l'élu. Et donc, quand vous êtes dans un rapport de plus en plus individuel à la représentation, bien, vous produisez des phénomènes, des comportements sociaux comme ceux que vous évoquiez. Donc, je pense qu'il faut impérativement, enfin, c'est notre travail, davantage mettre en avant ce que produisent les émotions dans les réactions des citoyens au plan local. Parce que sinon, un maire ne comprendra pas pourquoi telle personne, tel administré est en colère contre une décision qu'il n'a pas du tout anticipée. Et moi, je dis toujours, je préfère être face à une personne anxieuse qu'une personne en colère. Parce que d'un point de vue psychologique, quand vous êtes anxieux, vous avez peur d'une situation que vous n'avez pas anticipée, vous n'avez pas envie qu'elle se reproduise parce que vous avez été surpris, vous êtes en fait quelqu'un de raisonnable, parce que vous êtes prêt à réviser vos propres croyances sur ce qui s'est produit. Et vous allez mobiliser des ressources pour éviter que ça se reproduise. Donc on va essayer... Alors, en général, les personnes anxieuses privilégient toujours le statu quo, une forme de conservatisme social. Quand une personne est en colère, c'est pas du tout la même histoire. Vous n'êtes plus en situation de l'accompagner pour réviser ses propres croyances, de sa compréhension d'un monde qui lui échappe. Et là, je pense que l'élu, quel qu'il soit, local ou national, n'est pas aujourd'hui outillé pour canaliser des colères sociales. Donc ça, je pense qu'il faut... C'est un travail qui ne relève pas isolément d'un élu sur tel et tel territoire. L'élu va le subir. Il ne peut que le subir. Et j'insiste sur un point, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion. La colère ne produit pas nécessairement des violences. C'est pas cela. Ça peut être, on se met en dehors du jeu politique. On est en colère, on ne veut plus participer aux élections. On est en colère, on ne veut plus prendre part à la vie associative, culturelle, etc. Et donc ça joue, parce que c'était la deuxième des trois briques dans vos commentaires et questions, sur, oui, effectivement, le pouvoir d'agir. Vous avez raison de dire, la sénatrice, que les maires veulent agir. Ça, je pense que beaucoup d'entre eux y sont fortement attachés. Mais agir dans un moment où, ça, j'en ai pas parlé, mais dans l'enquête, on le voit bien, quand je vous disais qu'ils finalement, ils veulent qu'on cesse ce jeu consistant à donner des compétences, mais en retirant les moyens d'exercer le financement de ces compétences. Je crois que pour les élus, alors tous n'ont effectivement pas fait une thèse de droit sur la décentralisation, mais ils ont bien compris ce que ça voulait dire en termes de responsabilité politique et d'imputabilité. Moi, j'adore ce mot utilisé par les Québécois pour parler de la responsabilité politique. On est imputable, on est comptable.
Et être comptable, mettre en place des politiques municipales qui sont de moins en moins importantes, mais si en plus vous n'avez pas l'outil de financement et donc la fiscalité locale, c'est incompréhensible pour tout le monde. C'est incompréhensible. Donc ça aussi, ce sujet de la fiscalité locale, on ne l'a pas abordé. Ça va être le thème de la prochaine enquête. On va faire un gros module sur la fiscalité locale. Pour moi, c'est le point essentiel pour redonner ce substrat de légitimité, non pas politique, mais de l'action publique. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire je suis en permanence, j'aimerais mettre en place cette politique, mais vous voyez, je n'ai pas les moyens. Alors ça, pour un maire, c'est une sorte presque d'affront par rapport à l'engagement. Et sur les services publics, oui, vous avez raison. Moi aussi, je l'observe. On a demandé à France Stratégie il travaille sur des nouvelles typologies de définition des gradients urbains, etc. Donc ils font quelque chose d'assez intéressant. On leur a demandé de nous donner beaucoup d'éléments et on a croisé cela, nous, avec nos données. J'arrive à 2 conclusions très simples. Oui, il y a beaucoup plus de maisons France Service ouvertes, mais en fait, les Français n'y sont ni plus ni moins attachés. C'est-à-dire que si la maison France Service, je prends un exemple parce que je trouve qu'il est très révélateur, si la maison France Service vous fait déplacer d'une dématérialisation d'un certain nombre de procédures de votre salon dans un autre salon qui est celui de Maison France Service, vous ne réglez absolument pas la question de la perception d'un service public qui se délite. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Deuxième exemple, puisque quand je suis arrivé, vous évoquiez avec la présidente région de France la question du ferroviaire. Mais dans ces territoires, le ferroviaire, ça a une portée symbolique d'une puissance inouïe. C'est-à-dire, beaucoup de... Et effectivement, un axe que je connais très bien entre Paris et Clermont-Ferrand, et c'est pas le seul, hein. Paris-Limoges, c'est la même chose. Les gens ne comprennent pas pourquoi le service public français n'est pas en mesure d'investir sur un bassin de population aussi important. Et donc, la représentation que se font les Français sur le service public, c'est pas de dire le maire est responsable, que la gare est fermée. Non, mais vous voyez, ça produit cette délégitimation de l'action publique. Et pour vous répondre, monsieur le sénateur, je n'ai pas dit que ce qui se passe dans la société n'a pas de répercussions. Je disais plutôt, c'est-à-dire, je suis très mal à l'aise avec cette idée de dire qu'il y a une forme d'automaticité. Ce qui se passe dans la société, automatiquement ou mécaniquement, rejaillit dans les comportements au niveau municipaux. Je serais, d'ailleurs, je n'ai pas d'éléments pour vous dire que ce ne serait pas vrai. Je ne le sais pas, très honnêtement. En revanche, vous voyez, le lien avec le service public ferroviaire, il est évident que ce sentiment de relégation, on l'utilise parfois à tour de bras, et la presse, la PQR peut facilement l'utiliser, mais c'est une réalité objectivable. La relégation territoriale, pour beaucoup de Français, donc c'est quand même pas loin de 20 millions de Français vivant dans les communes de moins de 3500 habitants, cette relégation territoriale, elle est de plus en plus mal perçue. C'est pour ça que je dis que le sujet gilet jaune n'est pas totalement épuisé. C'est ma lecture. Ce n'est pas les déclarations ou ce que j'ai pu retirer des enquêtes auprès des maires. Moi, je continue à penser que le couvercle a été mal reposé. En quelque sorte. Et pour finir, non, le vote obligatoire, je n'ai pas posé la question dans l'enquête, nous ne l'avons pas posé. En revanche, du côté des citoyens, là on l'avait conduit dans l'enquête avec le CEVIPOF en 2022, c'est une majorité massive contre le vote obligatoire.
c'est pas loin de 80% des Français qui ne veulent pas du vote obligatoire. Oui. Et alors ça dépend comment vous le présentez. Si vous dites dans une question, pour lutter contre l'abstention, seriez-vous d'accord pour que le vote devienne obligatoire? Vous allez avoir un taux probablement un petit peu plus élevé en faveur du vote obligatoire. Par contre, si vous présentez la question du vote obligatoire comme étant, voilà, dans l'absolu, pour ou contre le vote obligatoire, vous avez un rejet très, très massif. Pourquoi? Parce que c'est le sentiment qu'on l'on vient s'ingérer dans ce qui est un des droits civiques les plus précieux des citoyens. Donc, il faut faire attention aussi à la manière dont on récolte une opinion publique sur cette question-là. Légitimité par strate. Dans l'enquête, on a massivement des maires appartenant aux communes de moins de 10 000 habitants qui ont répondu. J'en ai. Alors, le taux de représentativité n'est pas si mauvais, mais vous voyez, entre 10 et 30 000 habitants, ça doit faire environ 700 communes en France. Donc rapporté au nombre total de communes, oui, on a le même pourcentage de maires, mais c'est simplement c'est une cinquantaine dans l'enquête. Donc ça, je pourrais vous les communiquer si vous le souhaitez par strate, mais on n'a pas de grande différence, à vrai dire. On voit pas de grande différence. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Oui, c'était la troisième question. C'était sur. Vous avez dit que la crise des Gilets jaunes, enfin, je ne sais pas si c'est semblé, ou en tout cas les maires s'étaient exprimés en disant qu'elle n'était pas épuisée. Oui, non, c'est véritablement mon point de vue et pas celui des maires. On ne les a pas interrogés sur cette question. Mais d'ailleurs, on ne l'a pas fait cette année parce que ça aurait semblé hors propos. Mais en 2021, on avait interrogé, lorsque nous avions interrogé les maires, on leur avait posé un certain nombre de questions sur le soutien à certaines des revendications. Pas le mouvement dans sa globalité, mais certaines des revendications. Moi, j'ai été très surpris que beaucoup des maires contestaient les formes de mobilisation et d'action mouvement Gilets jaunes, mais sur le fond de certaines de revendications, elles étaient largement partagées. Largement partagées. Oui. Mes chers collègues, merci Martien. Je partage ce que vous dites sur la manière dont les maires ont parfois, quand j'ai accompagné, ils n'ont pas stimulé, mais je regarde l'engagement qui a été celui des maires ruraux sur le recueil des doléances et qu'il y a on va dire, de ce sentiment de déclassement, ce qu'on appelle l'assignation à résidence, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure avec les régions, qui sont, je crois, dans notre architecture de l'organisation de l'action publique, des acteurs majeurs, sur ce que j'appelle l'émancipation des territoires, c'est-à-dire le fait de redonner par l'économie, par les mobilités, une espérance. En tout cas, Martial, le temps de rencontre régulier que nous avons avec vous, il est toujours extrêmement important, parce que nous avons naturellement tendance, comme chacun, à être sur le sujet technique. Je vais prendre un sujet dont on a beaucoup parlé hier et qui est un marronnier ici au Sénat, l'eau et l'assainissement. Voilà, donc on prend le sujet parce qu'on veut apporter des réponses, et que c'est important qu'on ait cette grille de lecture, et de temps en temps, ça nous aide à mieux comprendre les choses. Et dans le travail qui est entrepris ici au Sénat, dans ce groupe transpartisan conduit par le président Larcher, comme il l'a déjà fait en 2020, et où on va réfléchir à la décentralisation, à la déconcentration, qui ne sont jamais que des outils, pour que, comme vous l'avez dit au début, chacun de nos concitoyens soit convaincu de l'efficience de l'action publique. C'est-à-dire, il est un citoyen dont la République se préoccupe, et on sait la place du maire qui porte parfois sur ses épaules l'incarnation de la République et le fait que personne n'abandonne le citoyen. Moi, j'ai toujours cet exemple en tête. Quand vous avez dans une vie personnelle d'un citoyen un moment très difficile, c'est un très grave accident, c'est un sujet d'incendie, je ne sais pas quoi, qui est là pour incarner la solidarité nationale, c'est le maire, souvent avec le gendarme et le pompier. Et que, en ce sens-là, la commune est vraiment le cœur, je crois, d'une société
de la confiance et de la solidarité. Donc merci beaucoup Martial, et nous suivrons vos prochains travaux avec intérêt parce qu'ils sont très éclairants. Merci beaucoup, merci mes chers collègues. Je souhaite à chacun une très bonne fin de semaine.